Salut à vous les amis de la terreur et du suspense. Apocalypse City, épisode 3, le dôme de la mer jaune. Alors attention, si vous n'avez pas entendu les 2 premiers épisodes, je vous conseille de commencer par le premier pour ne pas vous gâcher le plaisir, et surtout pour comprendre quelque chose à l'histoire qui est quand même un petit peu alambiqué. Alors pour les fidèles de la chaîne qui préfèrent mes histoires fantastiques et horrifiques, eh bien on y revient dans à peu près un mois, je vais dire, le temps de préparer la saison 2 des Échos du Crépuscule, parce que bon, il faut s'appeler Nicolas Sarkozy pour pouvoir écrire un livre en une semaine, c'est pas possible. Donc pour écrire ces histoires, il me faut un petit peu de temps, et je vous prépare à peu près une vingtaine d'épisodes pour l'année prochaine, qui vont être assez effrayants. On revient à l'action et au suspense avec Apocalypse City, un petit peu de SF aussi. Et où est-ce qu'on en était? Ah oui, comme vous avez pu le constater, la cage à souvenirs est une machine redoutable. Après avoir endossé une nouvelle personnalité à travers la cage à souvenirs, Benjamin Emerson, alias Daniel Giraudot, devient Loïc Fredonnec. Et les périples qui l'attendent en Corée du Nord risquent de laisser des traces. Si vous aimez Plus Soyez, ça me soutient beaucoup sur YouTube et je vous souhaite une bonne exploration. Au tréfonds d'une brèche dans laquelle j'étais descendu, j'ai découvert une ville souterraine. Le bruit d'une horloge cotonneuse commence à engourdir mes sens. Une note, un son, un parfum délicat me fait fermer les yeux. Derrière mes paupières, de douces couleurs se succèdent. Un doux ronron me berce. Je me sens détaché de mon corps. Daniel Giraudot s'endort. Nous sommes une organisation secrète au service de la sécurité civile. Hors la loi, nous agissons pour le bien commun. Les outils dont nous disposons sont à la pointe de la technologie, et même au-delà. Achevée en 1982, la tour du juge érigée à la gloire de notre président suprême Kim Il-sung mesure 170 mètres. 우리는 첫걸음을 내디뎠습니다. Premier arrêt, centre-ville. Depuis la place Il-sung, notre guide, une coréenne d'une trentaine d'années, nous indique une gigantesque colonne érigée de l'autre côté du fleuve Taedong, au milieu des immeubles. Le fleuve sépare la ville. Au sommet de la tour du juge, une flamme artificielle vacille à la gloire de son président mort. C'est la prochaine étape du circuit touristique. Notre guide invite mon groupe à regagner le bus. Depuis le début de la visite, elle me regarde avec insistance. Une fois dans l'autocar, elle saisit le microphone et instruit les pauvres touristes que nous sommes. Des Hollandais, Belges, Allemands, Américains, pour qui elle traduit chacune des phrases. Nous allons traverser le Taedong. Long de 439 km, il prend ses sources dans les montagnes Nangning et se jette dans la mer de l'Ouest, appelée aussi mer jaune. Mon nom est Loïc Fredonnec. Je suis breton, en séjour à Pyongyang depuis 8 jours. La Corée du Nord, c'est bien la dernière destination que choisirait une personne sensée. Il faut dire que l'idée qui m'a poussé à venir ici est insensée. Photographier la faune et la flore subaquatique de la mer jaune. Un rêve de gamin. Je me suis mis à la plongée quand j'ai pu gagner 4 sous et j'ai déjà visité pas mal d'endroits. Ces souvenirs me paraissent si lointains. J'attends encore les autorisations. Le gouvernement est très méfiant ici. Craignent-ils une attaque sous-marine de kamikazes ? Notre véhicule s'arrête non loin de l'immense tour. Dans ce pays surmilitarisé, le moindre touriste est un suspect potentiel. Au moment où je descends du bus, la guide m'observe comme une bête curieuse. Je sors mon appareil de ma sacoche banane, faisant mine de ne pas remarquer. Peut-être que je lui plais. J'en doute, ça ressemble plus à de la curiosité. Le monument est impressionnant. À ses pieds, une sculpture monumentale en bronze représente un paysan tenant une faucille, un intellectuel tenant un pinceau et un ouvrier tenant un marteau. Symbole de l'alliance de ces 3 classes sociales. Cette alliance est un des piliers de l'idéologie juge. Une idéologie créée par un président despote et nombriliste et que ses fils perpétuent et adaptent à leur gré. La pauvreté du peuple nord-coréen prouve une fois encore qu'une théorie d'égalité peut déboucher sur le totalitarisme. Ici, tout est encadré par le gouvernement, rien n'est laissé au libre arbitre de chacun. Et mon excursion en mer jaune alors ? Je suis à 2 jours du retour, ma déception serait immense de toucher l'eau du doigt sans pouvoir y plonger. Il existe tant d'endroits magnifiques rendus invivables par la présence de l'homme. À l'instar des autres touristes, je photographie comme on mitraille. Une main se pose sur mon épaule. Vous êtes à contre-jour. Vos photos vont être sombres. Je réponds dans un sourire. C'est les faire chercher. J'en prends à contre-jour et puis d'autres... Son regard me trouble. Pas à contre-jour. Elle sourit à son tour. Je me nomme Kiyong.
Vous êtes français, n'est-ce pas? Tout à fait, je viens de la Bretagne, c'est une Je région... connais. Ma famille aimait beaucoup la France. J'y suis allée souvent quand j'étais enfant. Je trouve son accent charmant. Vous devez être la 3e personne qui me parle en français depuis une semaine. C'est incroyable de rencontrer ici quelqu'un qui connaisse la Bretagne. Vous êtes venu seul? Oui, J'avais cru remarquer que vous étiez la seule personne non accompagnée dans le groupe. Vous aimez la Corée? oui, en tout cas, les paysages. La petite grimace qui accompagne ma réponse lui tire un rire. Je ne saurais expliquer pourquoi ce petit rire me touche en plein cœur. Sa beauté ne m'avait pas frappé lorsqu'elle s'adressait au groupe, mais là, à cet instant, j'ai l'impression de n'avoir jamais encore vu de femme aussi belle. Pour m'ôter tout espoir, je crois bon de lui annoncer « Je repars demain ». Elle reprend sa mine courtoise de guide touristique pour me souhaiter une agréable fin de séjour. Elle espère que ma visite aura été enrichissante et me demande de ne pas oublier le pourboire. Je lui laisse 1000 won. Elle part avec une moue dégoûtée. C'est vrai que 1000 won, ça ne vaut même pas 1 euro. En début de soirée, le bus nous ramène à l'hôtel. Lorsque je passe devant elle pour descendre, Ki-young ne m'accorde pas la moindre attention. Je retrouve la moquette beige foncé au motif pourpre de ma chambre. Ses teintures assorties, ornées de pompons et d'arabesques dorées d'un jaune pisseux. La femme de chambre n'est pas passée, ça sent le renfermer. J'ouvre la fenêtre. Vanné, je m'écroule sur le lit sans prendre le temps de me déshabiller. Je me sens bien, ivre du dépaysement, euphorique de respirer un air si différent. Je rentre dans un tunnel. Je suis Benjamin Anderson. Je vais me noyer. Benjamin Giraudot. Je ne sais plus dans quel sens je me trouve. La pression de l'eau m'écrase les parents. Je vais m'évanouir. Je vais mourir. Benjamin Fredonnet. Daniel Emerson. Giraudot. Jason Batrin. Tout comme la nuit dernière, je me réveille en sursaut. Je suis trempé de sueur. Toujours le même cauchemar. Je rentre dans un tunnel étroit et puis je ne parviens pas à me souvenir. Juste la sensation d'être en train de mourir. Je regarde ma montre, 4h20 du matin. Je retire mes chaussures et mes vêtements pour redormir quelques heures. « 8h30. Je descends à la réception de l'hôtel. L'autorisation de plongée n'est toujours pas arrivée, c'est foutu. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire que je nage dans la mer à la fin? Je hais ces gros bonnets qui s'approprient la planète. La terre, le ciel, la mer, l'espace, il leur faut tout. Je regagne ma chambre le temps de récupérer mon passeport, ensuite, je filerai à l'ambassade pour essayer de savoir ce qui coince. On frappe à la porte. J'ouvre. Bonjour, monsieur Fredonnet. Mon cœur fait un bond. Ah, bonjour Ki-young. Je m'apprêtais à partir, mais je vous en prie, entrez. Elle entre en regardant un peu partout. Vous devez être étonné de me voir là. Je suis venue vous rendre ceci. Dans la fine main qu'elle me tend, mon permis de conduire. Ah, merci, j'étais pourtant persuadé de l'avoir laissé ici depuis mon arrivée. Il faut croire que non. Je hausse les épaules, je range le carton rose dans le tiroir de la table de nuit. Vous ne vous ennuyez pas tout seul? Demande-t-elle en poursuivant son tour d'inspection. Je me suis pas posé la question. Encore ce rire tellement charmant. Le temps d'un éclair, je pense à tout ce qui pourrait se passer entre nous, et puis vient l'amertume de mon départ demain. Je m'entends dire « Est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un verre ?» Mais non, pourquoi je dis ça, moi? Pourquoi pas? Nous sommes assis à la terrasse d'un bar, sur les rives du fleuve. Elle me parle d'elle, je lui parle de moi. J'aimerais que cet instant s'étire à l'infini. Malheureusement, si je veux avoir une chance d'obtenir l'autorisation de plongée, je dois gagner l'ambassade avant midi. J'explique mon embarras à Ki-young. Ce genre d'autorisation est difficile à obtenir. Un homme seul qui demande à visiter les eaux profondes de notre pays, ce n'est pas commun. C'est vrai que quand j'ai débarqué avec mon attirail à l'aéroport, j'ai cru qu'on allait me le confisquer. Ça aurait pu arriver. Mais vous avez tout à fait le droit de plonger dans le périmètre autorisé aux touristes. Par contre, passez les bouées et vous devenez une cible. Les plages de Nampo sont surveillées. Nampo n'est pas loin de la frontière avec le sud. De ce côté, il y a la zone démilitarisée. Je me réjouis. Ah bah voilà une bonne nouvelle, il n'y a donc pas de militaires. Au contraire, c'est là qu'on en trouve le plus. Elle achève son thé d'un trait, je fais de même. Et existe-t-il un endroit dans ce pays où l'armée n'est pas présente? Pas facile, mais c'est trouvable. En tout cas, dans les alentours de la mer Jaune, il est impossible de ne pas croiser un militaire. C'est la zone la plus contrôlée. Un autre thé? Volontiers. Elle se lève et va commander. La perspective de vivre un de mes rêves part en fumée. Toutefois, je me rendrai à Nampo demain pour passer mon dernier jour face à la mer. Ki-young revient avec les 2 thés. Depuis que mon pays a défié les États-Unis avec les essais nucléaires, l'armée est très excitée. J'ai bien senti dès mon arrivée que la tension était palpable. Ki-young prend un air intrigué. Palpable? Elle répète le mot, Palpable. le fait rouler dans sa bouche comme pour le sous-peser. Palpable.
Après une analyse infructueuse, elle me questionne sur la définition. Je me perds dans une explication maladroite qui la fait beaucoup rire. Ah, ce rire. Le temps ne s'est pas étiré, mais notre conversation, oui. Nous avons traversé la capitale de long en large, côte à côte. Nous avons lié connaissance pas à pas. Le soir venu, je l'ai invitée à manger. Nous sommes allés récupérer sa Volvo, elle m'a conduit dans un fameux restaurant. À présent, nous bavardons dans la voiture en bas de mon hôtel. La nuit commence à tomber. Ki-young semble aussi ému que moi. J'ai le cœur serré de devoir regagner ma Bretagne en la laissant. D'autant que ce que je dois retrouver en France me semble flou et lointain. Ça doit être risqué la plongée, non? Demande-t-elle. Si vous me parlez de ma passion, là, on va y passer la nuit. Je l'écoute rire avant d'expliquer. Disons que ça s'apprend. C'est comme faire de la motocross ou piloter un ULM. Ça comporte des risques qu'une bonne formation permet de limiter. Son regard s'émerveille. Ça doit être fabuleux. On doit avoir l'impression de voler. La comparaison à brin poétique m'amuse. Oui, c'est un peu ça. Avec de l'air en bonbonne, on peut s'envoler jusqu'à moins 60 mètres. Si haut? Enfin, je veux dire, si bas. Et vous y allez? Oui. Avec d'autres mélanges gazeux, on peut même descendre encore plus bas. Par exemple, le français Pascal Bernabé est allé jusqu'à 330 mètres. Waouh! Je précise, évidemment, ça lui a pris 8 heures. Il devait avoir de sacrées bonbonnes. Je vous le fais pas dire. Mais bon, au-dessous de 50 mètres, on ne trouve plus grand-chose d'attrayant à part l'obscurité. C'est assez fascinant. Vous avez déjà subi ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs? Jamais. Il y a des exercices pour s'en prémunir. Le plongeur pris de ce symptôme perd ses repères dans l'espace. Il y a aussi les risques liés au mélange de gaz qu'on utilise pour respirer. La pression de l'eau modifie le comportement de ces gaz dans le corps et le sang, y compris l'air. Si on remonte trop rapidement, le gaz n'a pas le temps de s'adapter, il réagit en explosant. C'est sûr que c'est pas un sport sans risque. Mais bon, c'est le cas de nombreux sports. Nous retardons le moment de la séparation. Nos regards se croisent. La promiscuité de l'habitacle, l'écho sec du frottement de nos vêtements à chaque mouvement rend l'instant très intense. Elle n'a pas besoin du moindre mot pour que je la comprenne. J'avance mes lèvres, elle ferme les yeux et nous partageons un long baiser. Un poing cogne à la vitre de la Volvo. Ki-young descend la vitre. Le soldat parle en coréen sur un ton impératif. 신분증을 제시해 주십시오. Contrôle de papier. Nous présentons les pièces demandées. L'homme en uniforme s'en saisit sans les regarder. Il fait le tour de la voiture, inspecte l'habitacle à la lueur de sa lampe torche. À la fin de son tour, il jette un coup d'œil au permis de conduire de Ki-young, puis le lui rend. Avec une attention plus soutenue, il scrute ma carte de séjour et mon passeport. Il paraît suspicieux. Il se baisse, passe la tête par la portière du chauffeur. Il me fixe droit dans les yeux et me pose une question qui contient Loïc Fredonek. 방문 목적이 무엇입니까? Je baragouine. Sorry, I'm French. I don't speak Korean. Il demande les motifs de votre séjour. Tourisme. Il semble avoir compris. Il me rend les papiers d'un air dédaigneux en émettant un que je traduirai par T'as du bol, mon gars, que je suis pas d'humeur tatillonne ce soir. Il s'en va. Ça va? Tu es blanc comme une statue de plâtre. Je réponds, j'ai une sorte d'angoisse de l'uniforme. C'est encore pire quand je comprends pas ce que me dit le type. Puis il avait pas l'air jouasse. Jouasse. Disons, sympathique. Elle repart sur ce rire que rien ne saurait me faire oublier. Je l'interromps par un autre baiser. Je vais parquer la voiture. Il reste bien une petite place dans ta chambre, non? Je n'ai aucune envie de décliner l'invitation. Les draps me collent à la peau. C'est une fois de plus un cauchemar insaisissable qui me tire de mon sommeil. Les yeux collés, je tâte la place à côté de moi. Ki-young n'est plus là. J'ai encore la sensation de son corps contre le mien. Je me sens mélancolique. La reverrai-je? Au bout d'un moment, je mets pied à terre. Je n'ai qu'une idée en tête. Gagner Nampo pour voir la mer jaune et pourquoi pas plonger. J'ouvre la penderie et j'attrape le sac de toile étanche contenant mon matériel. Je me sens déjà nostalgique de ce pays aux dirigeants inhospitaliers, mais aux habitants si agréables. Sur le bord de la table de nuit, je trouve un petit mot griffonné de la main de Ki-young. J'ai passé une journée magnifique, une soirée merveilleuse. Si tu m'oublies, sache que moi, je ne t'oublierai jamais. Je suis parti pour ne pas avoir à affronter des adieux trop pénibles. Nous nous reverrons peut-être, qui sait. Je contiens mes larmes. Au moins, nous resterons sur une bonne impression. Mon avion décolle à 22h15, il est 7h30.
Je prépare mes bagages. Je souhaite être à Nampo pour 9h au plus tard, afin d'avoir un petit peu de temps. Bus, métro, taxi, je me débarrasse de mes bagages dans un casier de l'aéroport. Mon sac de toile en bandoulière, je reprends un taxi jusqu'à Nampo. Le chauffeur n'est pas bavard, je crois qu'il ne comprend pas l'anglais. Encore moins le français. Nous croisons des convois militaires, des marchands tirant leurs charrettes à bras. Nampo, enfin. Je fais comprendre au chauffeur qu'il peut me débarquer à la pointe de l'estuaire où se jette le Taidong, 6 km plus loin. Il me dépose puis repart. Un barrage immense enjambe le bras de mer. Il forme un bassin rectangulaire avec des tourelles de surveillance. C'est le barrage de la mer de l'Ouest. C'est ainsi que les Coréens nomment la mer Jaune. Pas un touriste à l'horizon. Par contre, Kyong disait vrai, ça grouille de militaires. J'entends des chiens aboyer, des chars manœuvrer. Espérant que ma présence n'a éveillé aucune curiosité, je descends vers le rivage. Je trouve un creux à l'abri d'un bloc de roche. L'étendue au reflet doré me fait face. Je repère une sorte de dôme sombre, droit devant à l'horizon, à environ 3 km. Un îlot. Je consulte la carte. Il est effectivement visible dessus, mais aucun nom n'est mentionné. C'est dans cette direction que je vais me diriger. Je prends quelques photos à l'aide de mon mini-appareil. Là-bas, dans les anfractuosités de ce dôme rocheux, doivent s'ébattre une multitude d'espèces de poissons d'une rare beauté. Un petit trac me pousse au ventre alors que j'ouvre le sac de toile. J'enfile ma combinaison, les gants, les palmes et le masque. Je règle le système respiratoire et mon gilet stabilisateur, mon stab, puis j'endosse les bonbonnes. Je range mes vêtements et mon mini-appareil dans le sac que je m'attache autour de la taille. Je vérifie ma montre profondimètre. La mer Rouge, la mer Noire, la mer Morte, et maintenant la mer Jaune. Quelle satisfaction. J'allume ma lampe frontale, je plonge. Conscient du risque si je me fais piquer par les militaires, je gagne rapidement une profondeur qui me rend invisible depuis la surface. Il s'agit d'une mer peu profonde. Je m'enfonce dans son froid cotonneux, rythmé par mon souffle. Le temps que mes organes s'acclimatent à la pression, je me stabilise à 20 mètres. La profondeur moyenne ici est d'une 40aine de mètres avec des trous jusqu'à 150 mètres. J'avance en direction de l'îlot et déjà, je croise de magnifiques spécimens de crustacés. J'espère ne pas me trouver dans une zone de pêche, ou plutôt de surpêche. Le port de Nampo n'est pas si loin. Les gigantesques filets ne font aucun tri. J'aurais tôt fait de me retrouver parmi les 2 millions de tonnes de poissons annuels prélevés rien que pour la Chine. Punition divine, les méduses Nomuraï que je survole, elles sont plusieurs dizaines, pourrissent les pêches nippones. De la mer du Japon, cette espèce géante de méduse envahit peu à peu l'ensemble du globe. Ces tentacules venimeuses peuvent causer de gros inconvénients de santé, voire la mort. Mais surtout, elles contaminent les poissons dans les filets. Leur destruction accroît leur prolifération car les ovules et spermatozoïdes sont dans ce cas disséminés par milliards. Un passionné de la mer comme moi s'intéresse à ces choses. Par contre, je suis incapable de me remémorer où et quand j'ai pu apprendre ça. La procession de spectres majestueux se propulse en silence hors de ma vue. Je descends prudemment d'une dizaine de mètres. L'obscurité s'opacifie. Devant ma lampe, des bancs de poissons bleus se dispersent. Des poissons limes, un espoir contre les méduses Nomuraï. Ils les attaquent et bouffent leurs tentacules. Effrayé par les méduses géantes, je suis avant tout émerveillé par ces poissons jaunes et rouges, barrés de noir, qui s'ébattent au milieu des poissons limes. Si seulement j'avais pu partager ça avec Kyong. Je ne suis plus très loin du dôme de roc. De belles photos en perspective. J'entends une sorte de bourdonnement à son approche. Un bruit régulier. Peut-être un bateau ou un sous-marin. Une manœuvre militaire. J'éteins ma lampe frontale et me fige. L'engin passe au-dessus de moi. Assez près pour que les remous de son passage me charrient. Il est possible que ma présence soit indiquée par leur radar. J'évite de m'agiter et me laisse emporter par le reflux comme un fétu de paille par le vent. On doit avoir l'impression de voler. Ah, Kyung, si tu savais. Le sous-marin ne porte aucune inscription. Il glisse comme un requin d'acier par-dessus ma tête. Une soupape relâche de l'air. L'engin ralentit. Je me trouve juste sous sa queue.
Il se stabilise, pourquoi ? Il se met subitement à descendre. La grosse masse en métal fond sur moi. Je peux presque voir mon reflet dans la carlingue. Bougez, vite ! J'actionne mon stab et me laisse choir de 10 mètres. Aucun doute, ils m'ont repéré. J'imagine qu'ils ne veulent pas me faire coucou par le hublot. Je louvoie en direction du piton rocheux. Le submersible a effectué un demi-tour. Il pique du nez. Son phare frontal se braque vers moi. De toutes mes forces, je bats des palmes pour m'éloigner. Il gagne du terrain. Je tente une plongée à la verticale. Ma combinaison n'est pas suffisamment lestée pour une accélération éclair, mais je parviens à sortir de la trajectoire. C'est bien à moi que cet engin en veut. La tête me tourne. Cette dépense d'énergie me fait accumuler beaucoup de dioxyde. J'expire au maximum. La panique est le pire ennemi d'un plongeur. Néanmoins, je ne parviens pas à garder mon sang-froid. Depuis cette profondeur, 10 minutes sont nécessaires à la remontée en respectant les paliers. Je suis pris au piège dans les ténèbres d'un bras d'océan, face à un monstre de fer sourd et muet. Il faut encore descendre. Descendre. Ma seule chance réside dans une approche rapide de l'îlot. Ce dernier devrait gêner les manœuvres du sous-marin. Je ne suis plus qu'à quelques mètres. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour évaluer mes chances. Le faisceau de lumière me frappe de plein fouet. La bête féroce fonce sur moi dans un grondement étouffé. Ma main touche le pan de roche. Tandis que je tâte pour trouver un point d'accroche, une douleur fulgurante me transperce soudain l'avant-bras. Une murène. Ses dents fines ont traversé la combinaison pour se planter dans mon muscle. Je secoue le bras. Elle ne me lâche pas, mais se tortille. La douleur est atroce. Dans mon autre main, je lui attrape le sommet de la tête et la presse. L'animal desserre les mâchoires, je parviens à l'éjecter. Elle revient à la charge avec la fulgurance d'un éclair. J'ai juste le temps de dégager mon bras de sa gueule béante. En quelques coups de palme, je remonte de quelques mètres. La murène s'enfonce, en ondulant dans les profondeurs insondables. Je me retourne dos à la roche. L'auréole blanche du cyclope qui me fait face m'aveugle. Je glisse vers la droite. Le diamètre de l'îlot ne doit pas excéder 1 kilomètre. Tandis que je me déplace, le faisceau tourne en me suivant. J'imagine l'agitation des types à l'intérieur du submersible. Ma présence doit les inquiéter au plus haut point. Des filets de mon sang dansent comme des serpentins dans la lumière liquide. Des points noirs et blancs troublent ma vue. Le sous-marin ne bouge plus. Coincé entre la roche et lui, je m'attends à en voir sortir des hommes grenouilles qui viendront me cueillir. Mon cœur bat à tout rompre. Mes idées se bousculent, mon corps s'engourdit. Dans un accès de panique, j'active le relâchement de mon gilet stabilisateur. Je me mets à glisser vers le bas. À peine sorti du faisceau éblouissant, j'en aperçois 2 autres. 2 lampes plus petites qui évoluent dans ma direction. Des plongeurs. J'avais vu juste. Je n'ai aucune chance. Je vais devoir m'expliquer devant la justice. L'injustice nord-coréenne. Tandis que je coule comme une pierre, mes pensées se voilent. Les 2 nageurs me cherchent. Je suis un peu plus bas, messieurs. Et je continue de descendre. Les lumières s'éloignent, ma conscience aussi. Je dois avoir dépassé les 60 mètres. Je ne sais plus où se trouve ni le bas ni le haut. Des images flash frappent mon esprit. Je me vois ramper dans un tunnel étroit cherchant une improbable sortie. Soudain, je tombe à pic aspiré par un courant qui me noie. Je me nomme Benjamin Emerson. Ma main droite agrippe quelque chose. Je m'ancre à une saillie. Je longe la masse rocheuse à tâtons. Ici, l'eau est plus chaude. Un bruit qui ressemble à celui d'une chaufferie se répercute dans l'onde opaque qui m'enveloppe. J'ai pénétré dans un trou. Mes oreilles bourdonnent. La pression de 6,5 bars vient de baisser à 5 bars. Mes idées se recentrent. La panique s'estompe. Le tunnel aquatique est ascendant. Au fur et à mesure de mon évolution, la pression diminue. Ma montre me conseille de marquer un palier de 3 minutes. Je m'exécute. Mais où peut bien mener ce tunnel ? Et s'il m'attendait à l'autre bout ? Un mauvais pressentiment m'assiège. Un pressentiment au parfum de déjà vécu. Les 3 minutes écoulées, je reprends mon ascension. Le profondimètre indique moins 20 mètres. Le goulot n'est pas large. De par ses parois régulières, je lui trouve un aspect artificiel. À ma grande surprise, je me retrouve soudain la tête hors de l'eau. Je suis à moins 15 mètres. Quelque chose ne colle pas. 2 tunnels plus étroits partent sur ma droite et ma gauche. Un homme de ma corpulence ne peut pas s'y faufiler. Au-dessus de ma tête, une grille.
pas de doute. Le goulot est artificiel. L'humain est déjà venu fourrer son nez ici. Peut-être une station maritime, un vivarium d'élevage ou alors une base militaire? Ce qui expliquerait la présence du sous-marin. La peur modifie mon mental, je suis en mode survie. Je ne distingue pas grand-chose à travers la grille horizontale, juste de la lumière et les rebords d'une grande rigole. Je repère des charnières. Je pousse à l'opposé et la grille bascule vers le haut. Je me hisse jusqu'à la rigole, puis je referme derrière moi. Un dôme monumental me surplombe à perte de vue. Un moment le nez en l'air, je me trouve envahi par une sensation indescriptible. Je suis à l'intérieur de l'îlot. L'endroit précis où je me tiens ressemble à un énorme bassin, une piscine vide. D'un côté, une paroi de l'îlot et de l'autre, un rebord en béton d'environ 2,50 m de hauteur. Vu la taille de la voûte, je pressens qu'au-delà de cette bordure s'étend un grand espace. Prudence, là où il y a lumière artificielle et béton, il y a des hommes. Je me débarrasse des palmes, du masque et des bonbonnes. J'ignore s'il me restera assez de réserve pour remonter. Le sac trop encombrant m'attendra ici le temps de trouver une sortie. J'enfile mes baskets. Comment franchir ce rebord qui n'offre aucune prise? J'en suis à chercher une solution pratique lorsqu'un bruit inquiétant interrompt mes pensées. Ça me rappelle le son d'une cascade et ça vient droit sur moi. De l'eau, énormément d'eau, un raz-de-marée. Emporté par la masse, j'ai juste le réflexe de me recroqueviller et de protéger ma tête. Je vais buter au bout du bassin, trimballé comme un poisson mort. Les secousses sont violentes, les vagues me fouettent et me projettent. Je suis peut-être dans un de ces cauchemars qui m'arrachent à mon sommeil depuis des jours. Je me nomme Benjamin Emerson. Je vais mourir, je vais... L'eau finit par se stabiliser. Sur les remous qui subsistent, je fais du surplace pour regarder autour de moi. Le niveau de l'eau descend lentement. Elle s'échappe via le goulot par lequel je suis entré. Le rebord m'est accessible si je nage vite. Je n'ai pas distingué ce qui se trouvait au-delà. Une barrière, oui, mais pour le reste, je ne suis pas sûr. Ce que je crois avoir entreaperçu paraît inconcevable. Un rêve? Un mirage? Malgré la douleur dans mes muscles, je parviens à gravir la bordure. Je passe outre la barrière. L'eau salée dans mes yeux trouble ma vue, mais je n'ai pas rêvé. Ou je rêve encore. Une ville au cœur de l'îlot. Qui peut bien avoir entrepris un ouvrage aussi gigantesque ?